On va juste continuer la suite des coexistences pacifiques. Aujourd'hui, j'ai une question pour le professeur, M. Keïta, c'est-à-dire quels sont les impacts de la guerre de Corée, surtout sur les relations internationales. Oui, Daouda, pour comprendre les impacts de la guerre de Corée, les impacts dans les relations internationales, bien évidemment, a eu des impacts. Parce que je vous ai parlé dans l'émission précédente ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Maintenant, c'est l'équilibre de la terreur qui a eu un certain nombre de conséquences sur les relations internationales. Je vous ai tout à l'heure qu'au niveau de la guerre de Corée, pourquoi Douglas MacArthur a été relevé de ses fonctions? Parce que tout simplement, nous étions dans l'équilibre de la terreur. L'Amérique a eu le bombe atomique en 1945 et le bombe à hydrogène en 1951. Et l'URSS a eu le bombe atomique en 1949 et le bombe à hydrogène en 1953. Donc si le président américain Truman a laissé Douglas MacArthur d'utiliser la bombe atomique contre la Chine, l'Union soviétique va emprunter la bombe atomique à la Chine ou bien à la Corée du Nord et ils vont rebondir cette bombe. Et au-delà de ça, à partir de ce moment, il y aura ce qu'on appelle un troisième conflit mondial. Maintenant, pour éviter ce troisième conflit mondial, Truman a relevé automatiquement Douglas MacArthur à ses fonctions. Maintenant, pour revenir à la question sur l'impact de la guerre de Corée sur les relations internationales, la guerre de Corée a comme conséquence la coexistence pacifique de 1953. Maintenant, dans cette coexistence pacifique, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui a rendu possible la coexistence pacifique, c'est le changement des hommes politiques au pouvoir. Daouda, aux États-Unis, Truman est battu aux élections par le général Eisenhower. C'était le 4 novembre 1952. Eisenhower est arrivé au pouvoir. Dans le bloc socialiste, Staline est mort le 5 mars 1953 à 21h50 heure de Moscou. Nikita Khrouchtchev le remplace. Il est arrivé au pouvoir le 7 septembre 1953. Maintenant, la coexistence pacifique de 1953 est débutée par le changement de ces hommes politiques. Maintenant, ces deux hommes politiques, Nikita Khrouchtchev et Eisenhower, ceux qui vont adopter de nouvelles orientations politiques dans les relations internationales. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, surtout sur le plan militaire, toujours c'est l'équilibre de la terreur avec l'obtention des deux côtés des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui va se passer? C'est Nikita Khrouchtchev qui va entreprendre des opérations de charme. C'est lui qui va effectuer des voyages dans les pays occidentaux. Alors, en 1956, Nikita Khrouchtchev se rend à Londres pour rencontrer les leaders britanniques. En 1959, c'est Nikita Khrouchtchev qui se rend aux États-Unis pour rencontrer Eisenhower à Camp David. Et en 1961, il part à Vienne, surtout à la capitale à Vienne, pour rencontrer John Fitzgerald Kennedy. C'est ça sur le plan diplomatique dans la coexistence pacifique. Mais il y a un autre élément très important dans la coexistence pacifique, Daouda, c'est quoi? Quand Nikita Khrouchtchev est venu au pouvoir, lors du 20e congrès de PQS, Parti communiste de l'Union soviétique, Staline, pas Staline, mais Khrouchtchev va faire une déclaration secrète. C'est lui, en 1956, dans son discours, il qualifiant l'œuvre de Staline comme démodée, comme archaïque. Ah bon? Donc oui, effectivement, parce qu'il a qualifié Staline comme un dictateur sanguinaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand il a qualifié Staline comme un dictateur sanguinaire? En Chine, le discours a eu des répercussions. Parce que Mao, en tant que leader communiste chinois, Mao considère Staline comme un grand homme. Et Mao rappelle à Nikita Khrouchtchev que ce critique à l'endroit de Staline n'est pas quelque chose qui est acceptable. Raison pour laquelle, au milieu de la coexistence pacifique, Nikita Khrouchtchev a appelé Mao dans la coexistence pacifique. Mao a refusé catégoriquement
d'intégrer dans la cohésion pacifique. Parce que Mao dit que le fait de critiquer Staline, ça c'est une erreur de la part de Nikita Khrouchtchev. Parce que Mao était à l'école marxiste, Mao était à l'école léniniste. Maintenant, c'est à partir de cette déclaration de Nikita Khrouchtchev, lors du 20e congrès de Pécus, devant 1600 délégués médusés, qu'il a prononcé ce discours, que démarrent ce qu'on appelle les problèmes sino-soviétiques. Les problèmes sino-soviétiques démarrent en 1956 avec cette déclaration. C'est ça la cohésion pacifique. Et au-delà de ça, votre question, il y a, je ne sais pas, l'impact de la guerre ou bien les manifestations de la cohésion pacifique. Bien sûr que oui, parce que nous sommes dans la cohésion pacifique, encore appelée DESEL. C'est un moment de détente, c'est un moment de paix. Mais dans ce moment de détente, des crises se sont éclatées à l'intérieur de la cohésion pacifique. En l'occurrence, la crise d'Hongrie. Très bien. En l'occurrence, la crise de Hongrie. La crise de Hongrie, c'était en 1956. Donc, quand Nikita Khrouchtchev a prononcé son discours de la liberté, il faut apporter un certain nombre de libertés dans les gestions. C'est ça qui a eu des répercussions sur la Hongrie. Parce que la Hongrie était sous le dictat de l'URSS. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une révolte générale dirigée par Imre Nagy, celui qui va diriger la révolution hongroise en 1956, et ça se termine par un désastre. Parce que Nikita Khrouchtchev va autoriser l'armée russe à entrer et massacrer ce qu'on appelle les manifestants, encore appelés les larmes de Budapest. Ça, c'est Hongrie. Il y a la crise du canal de Suez en 1956, à cette même date. En 1952, le roi Farouk est renversé par des officiers. À la tête, il y a Gamal Abdel Nasser. Alors, Gamal Abdel Nasser a renversé le roi Farouk et il a instauré la République égyptienne. Quand il a instauré la République égyptienne, Gamal Abdel Nasser va entreprendre des modernisations pour le développement de son pays. Raison pour laquelle, pour faire développer son pays, il a besoin de ce qu'on appelle le canal de Suez. Alors que d'abord, le canal de Suez est occupé militairement par la France et l'Angleterre. Parce que ce canal a été construit par un Français. C'est une compagnie franco-anglaise. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a besoin de la modernisation de son pays, Gamal Abdel Nasser va convoquer d'abord les États-Unis et la Banque mondiale pour qu'ils puissent financer son projet pour la construction du barrage d'Aswan. Mais les États-Unis et la Banque mondiale ont refusé de financer Gamal Abdel Nasser. Et Gamal Abdel Nasser se tourne vers l'URSS d'Aouda. Quand il se tourne vers l'URSS, qu'est-ce qui va se passer? En juillet 1956, Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal de Suez. Nationalisé, c'est confisqué. Alors que ce canal était à la disposition de la France et de l'Angleterre. Donc c'était internationalisé. C'était internationalisé. Maintenant, quand il a confisqué, quand il a nationalisé le canal de Suez, les États-Unis, pas les États-Unis, mais la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à Gamal Abdel Nasser. De son côté, au niveau de la frontière avec l'État d'Israël se sent menacé au niveau de la frontière avec l'Égypte, surtout dans le Sinaï. Et quand Israël se sent menacé, Sinaï, c'est au niveau de la frontière qui sépare l'État d'Israël et ce qu'on appelle l'État égyptien. Voilà, cette partie-là, on l'appelle la Sinaï, au niveau du port d'Al Saïd. Maintenant, Sinaï, au niveau de la frontière, l'Israël se sent menacé. Quand l'Israël se sent menacé par le jeune État dirigé par Gamal Abdel Nasser, donc les Israéliens vont déclarer la guerre à Gamal Abdel Nasser. C'est l'Israël qui va se ranger derrière la France et l'Angleterre. Maintenant, il y a trois puissances qui ont déclaré la guerre à un seul État dirigé par un seul État qui est l'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas que nous sommes en pleine coexistence pacifique. Les États-Unis et l'URSS ne vont pas laisser aucun pays de menacer ou bien de menacer la paix ou bien d'apporter ensuite des violences en pleine coexistence pacifique. Maintenant, pour éviter cela, les États-Unis et l'URSS interviennent. En intervenant dans ce conflit de la crise du canal de Suez, l'Amérique rappelle à ses alliés, à la France et à l'Angleterre, que ce canal, ça ne vous appartient pas. Le canal appartient à l'Égypte.
Et l'Amérique rappelle aussi, l'Amérique rappelle à ses alliés en disant qu'il faut se rappeler ce qui a été signé à la conférence de l'Atlantique 14 août 1941. Parce qu'à la conférence de l'Atlantique, il a été dit d'organiser, la non-ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. Il a été dit à la conférence de l'Atlantique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Raison pour laquelle, avec l'intervention américano-soviétique au niveau de la crise du canal de Suez, donc qu'est-ce qui va se passer? La France et l'Angleterre ont retiré immédiatement le canal de Suez et le laissé à Gamal Abdel Nasser en 1956. Et Gamal Abdel Nasser a triomphé dans cette guerre. Raison pour laquelle on parle le rire de Nasser à travers son discours en 1956. D'accord. Si je comprends bien, c'était Gamal Abdel Nasser qui a pu gagner cette bataille. Effectivement, c'est Gamal Abdel Nasser qui a gagné cette bataille. Maintenant, quand il a gagné cette bataille, c'est à partir de cette guerre-là que tous les pays arabes vont faire confiance à Gamal Abdel Nasser et le confier ce qu'on appelle la Ligue arabe en 1945. D'accord. C'est juste comme ça, c'est votre émission Nota Bene. Amis chers internautes, chers camarades, vous pouvez interagir avec nous.